Monsieur le Président, éminents membres du Congrès, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'Andorre a déjà eu l'honneur d'accueillir le bureau du Congrès. Monsieur le Président le rappelait il y a quelques secondes à Andorre-la-Veille le 11 février dernier. C'est avec un plaisir tout à fait particulier que j'interviens aujourd'hui à l'occasion de votre session plénière au nom de la présidence andorrane du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, avec à la fois les prochaines présidences de l'Arménie et de l'Autriche. L'Andorre a choisi d'inscrire la promotion de la démocratie locale et régionale au nombre de ses priorités. Un large éventail de questions relève de la compétence des autorités locales et régionales. Et l'Andorre, malgré, ou peut-être même justement, grâce à sa petite dimension, en fait l'expérience au jour le jour. En effet, l'Andorre est divisée en 7 circonscriptions appelées paroisses et un titre de la Constitution, le titre 6, y est exclusivement réservé pour définir les pouvoirs locaux. Vous avez d'ailleurs eu l'opportunité d'avoir une exposition qui a été présentée hier à la fois par Monsieur le Président, que je voulais remercier de sa présence lors de la présentation, et Monsieur David Barrot, qui est représentant ici aujourd'hui à Strasbourg. Permettez-moi tout d'abord de vous informer des initiatives les plus récentes du Comité des ministres qui intéressent le Congrès tout directement. Je souhaite notamment mentionner les décisions que les délégués des ministres ont prises en novembre dernier dans le prolongement de la 17e session de la conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables des collectivités locales et régionales. Dans ce contexte, le Comité européen sur la démocratie locale et régionale a été chargé de mener à bien 4 tâches concrètes. La première, analyser l'impact des aléas économiques sur les budgets des collectivités locales et régionales et élaborer des réponses politiques sur la base des lignes directrices de Kiev. Deuxièmement, formuler des propositions pour renforcer la sensibilisation à la dimension droits de l'homme de la gouvernance locale et régionale, en concertation avec l'Assemblée parlementaire, le Congrès et la conférence des ONG. Troisièmement, étudier comment les principes de la bonne gouvernance démocratique au niveau local et régional peuvent être promus et enracinés dans les pratiques des collectivités locales et régionales. Et enfin, quatrièmement, concevoir des activités pour surmonter les obstacles à la coopération transfrontalière. Le CDLR a été chargé de mettre en œuvre ces activités en assurant une coordination et en développant des synergies avec le Congrès et les autres organes compétents du Conseil de l'Europe. Le Comité des ministres a par ailleurs adopté, très récemment, plusieurs réponses à des recommandations de votre Congrès, dont celles concernant spécifiquement les changements en cours dans les pays arabes, une chance pour la démocratie locale et régionale, mais aussi le droit de consultation des collectivités locales par les autres niveaux de gouvernement, ainsi que la gouvernance des macro-régions en Europe et finalement le deuxième niveau des collectivités locales, la gouvernance intermédiaire en Europe. Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, l'Europe en crise, les défis de la démocratie locale et régionale est le thème que vous avez choisi pour 2013. Il est manifeste que la crise à laquelle l'Europe doit faire face actuellement engendre de nombreux défis à relever par tous et à tous les niveaux du gouvernement. Cette situation suscite énormément d'inquiétudes et d'incertitudes et dans plusieurs pays, la crise économique est en train de provoquer, ou risque de le faire, une grave crise sociale. La récente conférence « Pauvreté et inégalité dans les sociétés de droits de l'homme, le paradoxe des démocraties » illustre parfaitement cette réalité. Cette conférence a permis de renforcer la prise de conscience concernant les conséquences négatives des restrictions de l'accès aux droits sociaux sur l'exercice des droits civils et politiques. Il en est clairement ressorti que ce processus affecte les valeurs constitutives de l'Europe. Une des principales conclusions de la conférence est qu'il est indispensable de renforcer les capacités locales pour réduire la pauvreté et les inégalités dans les villes européennes, et cela ne peut se faire sans la participation des citoyens. Comme on le dit à juste titre, c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît le courage des hommes et des femmes.
C'est précisément ce courage qui doit tous nous animer dans l'intérêt de ceux qui nous ont fait confiance, en nous choisissant pour les représenter et agir en leur nom. À tous les échelons, les élus doivent démontrer qu'ils sont à la hauteur des défis à relever. Il nous incombe tout particulièrement de veiller aujourd'hui à préserver la vie démocratique et la cohésion sociale, sachant que l'une et l'autre peuvent être victimes des conséquences négatives du climat économique actuel. L'histoire de l'Andorre, sa diversité culturelle et linguistique ont inspiré très directement les priorités andorranes du Comité des ministres. Nous prenons en effet toute la mesure de la nécessité d'apprendre et de renforcer le vivre ensemble, cher au Conseil de l'Europe, la défense de la diversité et le respect de la différence. Ainsi, dans le cadre de l'action visant à faire progresser la vie démocratique, la présidence andorrane s'est fixée comme principale et première priorité de promouvoir l'éducation à la citoyenneté démocratique, c'est-à-dire aux principes des droits de l'homme, de la démocratie, de la primauté du droit, qui sont les valeurs essentielles du Conseil de l'Europe. Nous estimons en effet qu'il faut intensifier les efforts en la matière dans une société où la promotion de la tolérance, de la non-discrimination, du respect de l'autre est essentielle. Cette éducation est également nécessaire pour susciter un intérêt pour le fonctionnement des institutions démocratiques et pour répondre à une tendance malheureusement grandissante à la passivité de nos concitoyens, voire au désenchantement et à la perte de confiance dans ces institutions. Un certain nombre d'activités ont été menées et le seront encore prochainement pour promouvoir l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme, en mettant tout particulièrement l'accent sur la jeunesse. 3 conférences figurent au nombre de ces activités. La première, tenue déjà en novembre dernier, lors du début de la présidence, concernerait l'impact de la Charte européenne sur l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme. La deuxième, qui a été mentionnée par Monsieur le Président et qui a compté avec la présence de Monsieur Frémont, vice-président du Congrès, qui a eu lieu à Andorra-la-Vella les 7 et 8 février dernier, portait sur les compétences pour une culture de la démocratie et le dialogue interculturel. Et la troisième, enfin, est la 24e conférence des ministres de l'Éducation qui doit se tenir à Helsinki les 26 et 27 avril prochains et qui aura pour thème gouvernance et éducation de qualité. Ce même fil conducteur concernant la formation et l'éducation de la jeunesse nous a poussé à organiser avec le Conseil de l'Europe et les mairies d'Andorre, que nous appelons Comuns, de la racine des affaires communes qui doivent être traitées et qui montrent donc cette volonté de proximité avec nos concitoyens. Cette organisation, donc, avec le Conseil de l'Europe et les mairies d'Andorre, des rencontres des jeunes ambassadeurs pour la paix au mois d'avril prochain en Andorre. Cet événement sera d'ailleurs accompagné d'une formation sur la médiation destinée à de jeunes Andorrans travaillant avec des jeunes. À l'appui de ce travail d'éducation aux droits de l'homme, la présidence vient de lancer aussi une campagne de promotion de la Convention européenne des droits de l'homme dans le but de mobiliser la société civile et en particulier la jeunesse, mais pas uniquement, en recourant aux réseaux en ligne, les fameuses social networks, et en coopérant avec des organisations de jeunesse afin de mieux sensibiliser l'opinion à la protection des droits de l'homme. Faire connaître la Convention nous semble en effet indispensable pour assurer la reconnaissance et l'application universelle et effective des droits qui y sont énoncés. La présidence andorrane s'est proposée d'en promouvoir la lecture auprès du grand public à travers une campagne reposant sur la création d'une page web. Je tiens à remercier les services du Conseil de l'Europe pour l'aide qu'ils nous ont prêtée à cet effet, au sein du site du Conseil de l'Europe. Il est demandé aux participants de s'engager à faire la lecture d'au moins un article du texte et de faire connaître la Convention autour de soi. Nous pensons que la responsabilité de faire grandir les droits de l'homme incombe à chacun d'entre nous, à chacun des 800 millions d'individus qui configurent aujourd'hui l'espace pan-européen du Conseil de l'Europe. Je vous invite donc à être actifs, participatifs, en vous joignant à cette campagne dès aujourd'hui. Le fait que vous soyez aujourd'hui près de 200 personnes dans l'hémicycle peut nous donner donc un bon coup d'accélérateur. Je ne peux que vous encourager à faire votre devoir en tant que représentant au Congrès des pouvoirs locaux et de vous ajouter à cette initiative.
Effectivement, pour que ces initiatives aient des chances de succès, l'engagement et la participation de tous est absolument indispensable. Aussi, à tous les niveaux, gouvernements, élus locaux et régionaux. Le thème de votre débat d'actualité de mardi, consacré à la promotion de la participation active des citoyens, témoigne du rôle important que le Congrès peut jouer dans la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté démocratique au niveau local. J'invite donc d'ores et déjà tous les membres du Congrès ici présents aujourd'hui à soutenir l'Andorre et le Conseil de l'Europe dans la poursuite de ces objectifs, en menant des actions dans leurs communautés respectives et en participant dès aujourd'hui à la promotion de cette campagne en ligne. Je tiens à saisir cette occasion pour mentionner l'intérêt croissant suscité par la conception de villes intelligentes. J'ai vu les travaux qui ont été menés très récemment. L'Andorre aussi est très attentive à ces initiatives et on peut trouver probablement aussi des sujets de collaboration. Ce sujet que vous avez donc examiné plus tôt cette semaine et qui englobe la promotion de la participation des citoyens à la gouvernance des villes. Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, le risque accru d'exclusion sociale est une autre conséquence du climat économique actuel. On y faisait référence au début de l'intervention. Cette question, qui continuera probablement de figurer un certain temps encore en bonne place parmi nos priorités communes, était aussi hier le thème d'un de vos débats. Nous conviendrons tous que notre but commun est d'assurer l'instauration d'une société juste et solidaire. À cet égard, la lutte contre les inégalités et l'exclusion est primordiale. Cet objectif doit rester une priorité, quand bien même les ressources se font plus rares. Nous avons le devoir de continuer à protéger les personnes les plus vulnérables dans nos sociétés, des personnes, des collectifs comme les jeunes, auxquels je pense tout particulièrement, dont beaucoup sont fragilisés par la situation économique actuelle, mais aussi à d'autres groupes sociaux victimes de discrimination et confrontés à des difficultés particulières d'intégration dans la société. À cet égard, je tiens à saisir cette occasion pour féliciter le Congrès de son engagement à améliorer les conditions de vie des communautés roms dans toute l'Europe. Le comité des ministres se réjouit du lancement officiel, plus tard dans la matinée, de l'Alliance européenne des villes et régions pour l'inclusion des Roms, que j'ai vu juste en venant vers l'hémicycle, et qui a déjà entrepris des activités d'envergure. Cette alliance est un excellent exemple de la valeur des initiatives concrètes menées au niveau local et que nos concitoyens demandent. Je ne peux qu'encourager le plus grand nombre possible de municipalités et de régions à s'y associer. Le dernier point que je mentionnerai concerne la promotion de l'éthique et la prévention de la corruption, sujet que vous examinerez plus tard dans la matinée et auquel le secrétaire général a fait référence lors de son allocution mardi dernier. C'est un défi auquel sont confrontés aujourd'hui tous les pays européens et qui est étroitement lié à la responsabilité des représentants politiques vis-à-vis de leur électorat. L'intégrité et l'engagement à maintenir scrupuleusement l'état de droit sont essentiels si l'on veut maintenir la confiance de nos concitoyens dans les institutions démocratiques et ceux qui les ont élus pour les représenter. Mesdames et Messieurs, en cette période troublée de l'histoire européenne, il nous faut plus que jamais défendre et promouvoir dans nos États membres les valeurs de cette organisation. Nous devons à cette fin non seulement conjuguer nos énergies et nous mobiliser ensemble, mais aussi faire savoir preuve d'innovation dans notre action. Je suis convaincu que grâce à nos efforts communs, le Conseil de l'Europe continuera de remplir sa mission fondamentale qui est de protéger les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit sur l'ensemble de notre continent. Tous ensemble, nous avons un rôle clé à jouer à cet égard et je tiens à saluer l'action que vous menez dès le Congrès pour atteindre cet objectif. Je vous remercie de votre attention.